7h42, les matins de France Culture, avec aujourd'hui nos invités. Khaled Benchir, bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien, théologien, président de la Conférence mondiale des religions pour la paix. J'aurais dû commencer par vous, pardonnez-moi, Delphine Orviller, rabbin du mouvement juif libéral de France. Et bonjour à vous, Paul Thibault, qui avait votre ronde serviette à France Culture, si j'ai pu me permettre. Voilà, Paul Thibault, bien sûr, philosophe français, ancien président de l'amitié judéo-chrétienne de France, et notamment, on le sait, grand directeur, notamment de la revue Esprit, de 1977 à 1989. Alors la première réaction a été donc de faire front ensemble face à l'horreur. Religieux et laïcs ont communié le temps d'un moment hors du temps, presque sacré, ce temps désormais qui est suspendu au seul fuseau horaire mondial qui indiquait l'heure notamment de la côte pavée à Toulouse. Et puis il y a eu cette histoire de campagne électorale. Est-elle suspendue, pas suspendue? Petite phrase et autres coups bas. Pas de récupération en tout cas, ont-ils tous promis en chœur. Et pourtant, il faut bien parler des conséquences de cet événement pour la République. Pour commencer, c'est au sein des communautés, si tant est que le mot ait un sens pour la société française, que nous nous sommes demandé comment on gérait l'événement au fond, avec ce mot à la mode d'aujourd'hui. Et c'est pour cela, messieurs Benchir, Thibault et madame Orviller, que nous vous avons conviés. Peut-être une première question, Paul Thibault. Êtes-vous surpris ou pas, et comment prenez-vous l'idée que à chaque fois que l'on parle du forcené à Toulouse, on parle d'un Français d'origine maghrébine? On n'a donc toujours pas soldé l'histoire de la colonisation? Non, mais c'est-à-dire c'est comme ça, puis c'est tout, quoi. Il est né en France, il est français, il déteste la France, c'est un fait, c'est lui qui le déclare, il le montre par ses gestes, donc il y a une crise de l'intégration de certains, c'est tout. Moi je n'en dirais pas plus, mais enfin qu'on s'interroge là-dessus, c'est une chose tout à fait... Certains se sont émus quand on précise sans arrêt qu'il est un Français d'origine maghrébine. Moi ça me paraît l'art de se mettre les mains devant les yeux pour ne pas voir les choses. Mais le sentiment, effectivement, qui commun, c'est que la République est ébranlée et que la société est en désarroi. Béroul l'a dit d'une certaine côté. Mais elle est ébranlée par quoi? C'est la question. Est-ce qu'elle est ébranlée à cause des dérapages verbaux, de machins, de trucs ou de choses? Ou bien est-ce qu'elle n'est pas ébranlée par une impossibilité de discuter? Donc est-ce que c'est pas l'espèce de censure du politiquement correct qui interdit de parler des problèmes, qui provoque dans la société ce malaise? Voilà. Pour moi, il y a un dilemme dans les interprétations. Et nous aurons tout le temps d'essayer de le décrypter. Pour chacun d'abord tout de même avoir votre sentiment. Khaled Benchir. Eh bien, mon cher Marc, et en réaction à ce que venait de dire Paul Thibault, je distinguerai 3 temps. Après le premier temps, celui de la sidération et de la torpeur face à l'abomination et l'horreur, il y a eu le temps du recueillement, de la compassion, de la prière, devant la mémoire des victimes innocentes, incarnées notamment par l'enfance. Et puis un 3e temps, c'est celui de l'analyse, du discernement, de la distanciation par rapport aux événements, sans polémique, au moment même où l'issue n'est pas encore arrivée. Alors je m'inscris totalement en faux devant ce que vient de dire à l'instant Paul Thibault. Je commence à en avoir ras la casquette de dire d'origine telle. Le jour où on dira Nicolas Sarkozy d'origine hongroise, quasi systématiquement, dans ce cas, on pourra l'accepter. Maintenant, trop, c'est trop. Mohamed, la victime, Mohamed, l'assassin, avaient tous les deux la francité en commun et accessoirement pour l'un et peut-être pour l'autre, l'appartenance confessionnelle. Le reste, on peut en débattre, encore une fois calmement et sereinement, dans une discussion objective, respectueuse, responsable, des mots à main X que traverse notre société, notre nation, parce que ce drame nous tous in globo. Et Marc, vous aviez raison quand vous avez parlé des communautés, ce n'est pas tout à fait approprié au sein de la République. Parce que nous avons, avec l'équipe du matin, longtemps réfléchi à ce terme. Et vous avez entre raison, guillemets, comme les guillemets ne s'entendent pas à la radio, j'ai préféré le préciser. Et vous avez bien fait de le préciser, je consomme. Par prudence républicaine. Et vous avez raison, parce que je ne reconnais qu'une seule communauté nationale d'un destin commun. Je vais faire tourner la parole à Delphine Orviller, et ensuite Paul Thibault évidemment va vous répondre, Khaled Benchir. Delphine Orviller. Je crois qu'effectivement la difficulté, c'est qu'on est dans plusieurs
plusieurs temps qui sont mêlés, comme vous le disiez à l'instant. Il y a le temps du deuil qui impose, je crois, un certain silence. Et par ailleurs, on est dans un temps qui oblige à la parole et à l'analyse. Et ces temps sont... on doit les synchroniser d'une manière qui est très désagréable. En y mêlant le temps de l'attente, du dénouement, comme on dit, qui est peut-être... Voilà, effectivement, d'usure dont on parlait ce matin. Par rapport à la sémantique, juste un mot, moi, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est la difficulté qu'on a tous à définir qui est cet homme. C'est-à-dire que finalement, on est tous très mal à l'aise avec les qualificatifs, les noms, les adjectifs. Alors on parle d'un fanatique, d'un maniaque, j'ai écouté ce matin, on parle tour à tour d'un assassin, d'un monstre, mais peut-on parler d'un monstre, d'un fou, mais peut-on parler d'un fou? Il y a un problème de sémantique, par-delà l'identité ou l'identité ethnique de la personne, de savoir comment nous, politiques ou religieux, leaders, on est capable de définir cet individu. Et comment fait-on d'ailleurs aussi quand on est laïque, Paul Thibault? Quand on est écoutez, athée. je crois qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut faire, c'est écouter ce qu'il dit. Voilà, c'est tout, l'interpréter. C'est la première chose à faire. Et il parle d'islam, il parle de haine de la France. Que voulez-vous que j'y fasse? C'est bien dommage. Il parle aussi des événements de Gaza, et c'est peut-être dommage aussi, mais il faut écouter tout ça. C'est ça qu'il a dans la tête, si vous voulez. C'est à ça que nous avons affaire. Alors après, je m'arrête, si vous voulez. Simplement, je dis qu'il faut discuter de ces, sous prétexte que la République est une et indivisible, il ne faut pas se cacher les fractures qui la traversent et dont on a une évidence quand même criante aujourd'hui, si vous voulez, c'est tout. Alors il faut nous mettre au boulot de réfléchir. Mais parce qu'on ne l'a pas fait, ce boulot-là, je crois que la République, une indivisible, travaillait depuis, au fond, ses fondements à cette unité merveilleuse que nous érigeons comme exemple dans le monde entier. Il y a une évolution à l'intérieur de la République dégradée que nous connaissons, ça me paraît tout à fait incontestable. République dégradée, Riyad Menchir, ou pas? Oui, quand il y a des problèmes, il faut les traiter nécessairement. Il faut les traiter en séparant les paramètres, en distinguant les registres, en déconnectant toutes les variables et pas les prendre in globo. La pire démission de l'esprit, c'est dans l'essentialisme. Toute généralisation est abusive. Il n'y a pas pire insulte contre l'intelligence lorsqu'on prend l'immémorial pour l'anachronique. Bon, il se trouve que cet anachronique-là nous a fait tous mal. Et nous nous inclinons non seulement devant la mémoire des victimes, d'une part, et que nous compatissons à la douleur des familles, et nous ajoutons à cela qu'il faudrait que nous regardions ensemble, au-delà du discours incantatoire, vers un avenir commun, vers une concorde nationale, attachés que nous sommes au pacte républicain. Mais bien sûr, alors, ce qui est compliqué tout de même, c'est que l'on entend des parts des deux communautés, pour reprendre ce terme-là, tout de même, d'un côté, bien sûr, l'émotion vive, et plus que ça, la peine, notamment de la communauté juive de France, qui voit derrière ce geste-là quelque chose qui leur rappelle d'extrêmement mauvais souvenirs, mais de l'autre aussi, la communauté musulmane, de nombreux musulmans qui disent au fond la peur aussi d'être totalement stigmatisés. Faire parler deux types de communautés qui ont ce sentiment de peur-là, pour la République, c'est pas très simple. L'émotion des premiers, elle est tout à fait recevable, compréhensible, et je tiens à dire à titre personnel ma solidarité totale. Les craintes de la seconde, elles sont tout à fait justifiées. J'ajoute, parce que je suis toujours de ceux qui essayent de voir les choses à l'intérieur, la responsabilité des hiérarques musulmans est fort engagée. Depuis des décennies, il y a eu une certaine pusillanimité, frilosité, uniquement un discours de type incantatoire, mais il faut aussi traiter ces questions d'idéologisation, d'instrumentalisation, de manipulation, de domestication, de considération exclusivement religieuse et spirituelle pour d'autres fins qui sont de type, malheureusement, de violence ou d'aigreur contre la société. Paul Thibault a répété à 2 reprises que ce bonhomme, moi je ne dis pas fou parce qu'on est toujours le fou de quelqu'un, mais ce psychopathe qui détestait sa propre nation, parce qu'il n'en a pas d'autre, il est issu d'ici, il est né ici, il vit ici, eh bien cette situation est à traiter encore une fois avec sérénité, calme, mais sérieux.
Gilles Kepel, vous voulez intervenir? Oui, brièvement, je suis embêté parce que je suis d'accord à la fois avec Paul Thibault et avec Khaled Bencher, donc c'est peut-être le privilège de l'athée de pouvoir être d'accord avec tous ceux qui partent de traditions différentes. Je crois que on a à la fois, on a deux choses ici. On n'a pas quelqu'un qui est un psychopathe, on a quelque chose qui s'inscrit très précisément dans une logique qui est celle de l'aboutissement du djihadisme contemporain. Et en ce qui concerne ce que vient de dire Khaled Bencher, je crois qu'il y a eu hier un moment exceptionnel d'unité de la nation. La scène qu'on a vue sur le perron de l'Élysée, où il y avait alors peut-être des hiérarques, comme vous le dites, qui ne sont pas, pour ce qui est des musulmans, complètement en phase avec ce qui se passe dans les quartiers. Ça, je vous en donne tout à fait le quitus. Mais vous aviez le grand rabbin Gilles Bernheim, vous aviez Boubacar, vous aviez Moussaoui, le patron du CFCM, et qui ont donné un sentiment d'unité de la nation, par-delà les appartenances confessionnelles, que j'ai trouvé tout à fait remarquable et qu'on avait très peu vu. Mais en même temps, il faut bien comprendre que on a là quelqu'un qui s'inscrit dans une logique de destruction, de haine de l'identité française à partir d'une identité qui est réinventée. L'identité islamiste dont se réclame Merah, c'est quelque chose qui n'est pas simplement hérité de ses parents ou de ses grands-parents. C'est quelque chose qu'il a reconstruit à partir de la lecture ou de la fréquentation de l'idéologie salafiste, djihadiste radicale. Et là, effectivement, ce sont des choses qui ne sont pas du tout inconnues. Ça, ceux qui connaissent ces questions ont suivi ce type de profil, malheureusement, même s'il est passé à l'action d'une façon ahurissante, c'est pas un singleton, il n'est pas exceptionnel. Il s'inscrit dans des filières qu'on peut retrahir. Delphine Orvillers. Oui, je crois qu'on est là dans le traumatisme, dans le choc. Dans la communauté juive, c'est très, très sensible. Et à la fois, l'unité affichée d'hier et le discours qui a été tenu par les leaders religieux nous rappellent le danger de cet amalgame et l'insulte que représente le kidnapping de textes et de traditions qui est fait dans l'interprétation réinventée dont vous parliez à l'instant. Mais que dites-vous aux gens qui s'inquiètent, qui s'interrogent, que leur dites-vous sur cette idée qu'il y aurait, par un acte comme celui-ci, soit un tremblement, un échec de la République, ou au contraire, sa consolidation à force d'images médiatiques comme celle d'hier? Moi, je crois que ce ne sont pas juste des images médiatiques. Je crois qu'on est véritablement dans un temps. Je crois qu'on est véritablement dans un temps d'union et qu'il faut effectivement utiliser ce qui est en train de se passer pour renforcer des dialogues qui ont déjà lieu, pour rappeler leur importance. J'étais hier soir à un grand dialogue interreligieux. Il y avait quelque chose d'étrange justement dans ce temps de deuil à se retrouver là. On était là pour discuter de l'évolution du statut de la femme dans nos religions. Et pourtant, il nous semblait à tous présents, je crois réunis, que c'était précisément le moment de parler, pour parler justement de ce que sont des dérives interprétatives, de ce que sont ces kidnappings de textes, ces instrumentalisations. Vous savez, moi, le moment qui m'a le plus... un des moments qui m'ont le plus choqué hier, c'est le moment où, je ne sais pas si vous vous souvenez, les négociations sont interrompues. On a annoncé que le forcené lisait. Il avait besoin de lire. Et c'était quelque chose c'était abject. Il y avait quelque chose de totalement obscène dans ce texte d'un individu qui avait besoin de lire. Qui avait besoin de lire. Voilà. On peut imaginer quoi. Et cette idée qu'on puisse interrompre les négociations parce que l'individu lit, c'est-à-dire qu'il choisit le livre à la vie, ce qu'il a fait ces derniers jours, c'est-à-dire qu'il a semé la mort en se réclamant du livre, est quelque chose d'abject et quelque chose qui, en tant que leader religieux, mais insupportable. D'un mot, parce que je sais que vous devrez partir ensuite, et nous avons le toutologue qui est parmi nous ce matin, mais d'un mot tout de même, qu'attendez-vous de particulier de la République aujourd'hui, d'une décision, d'un acte? Qu'attendez-vous de la République? Je crois qu'on attend tous de la République qu'elle nous aide à être unis les institutions, dans ces moments-là, des institutions, voilà, qu'elle nous aide à l'avenir. À être unis. Je crois que surtout aujourd'hui, pour moi, l'enjeu, il est à l'intérieur de ma communauté, dans le discours que nous pouvons tenir, dans l'ouverture que nous manifestons, cette idée de se tenir unis quand la République est attaquée comme elle vient d'être attaquée. Donc l'idée, c'est justement de renforcer pour nous l'union entre les communautés, d'être capable de poursuivre le dialogue avec les autorités, le dialogue avec les autres communautés, avec toutes les guillemets qu'on veut y placer, pour s'inscrire comme on le fait toujours dans l'autocritique de nos lectures. 8h16, nous sommes en compagnie aujourd'hui de Khaled Bencher, docteur et sciences, physicien, théologien, président de la Conférence mondiale des religions pour la paix, et notamment animateur de l'émission Vivre l'Islam dans la tranche chemin de la foi de 8h45 à 12h
12h le dimanche, auteur de plusieurs livres, Lettre ouverte aux islamistes chez Bayard, La laïcité au regard du Coran aux presses de la Renaissance, L'islam et le judaïsme en dialogue aux éditions de l'Atelier. Et alors, c'est quoi l'islam aux presses de la Renaissance? Et également en compagnie de Delphine Horviller, rabbin du mouvement juif libéral de France, et de Paul Thibault, essayiste, philosophe et notamment ancien grand patron de la revue Esprit et ancien président de l'amitié judéo-chrétienne de France. Voilà pour la présentation. Bonjour Brice Couturier. C'est l'heure de votre chronique. On s'est trompé de coupable? Ben oui, parce que comme on dit dans les films américains, vous savez, arrest the usual suspects. Lorsqu'un attentat est commis contre une synagogue, lorsqu'on tire à bout portant sur des enfants juifs en pleine cour d'école, commencer par pointer du doigt les discours de haine de l'extrême droite et tenter de mouiller la droite républicaine au passage pour n'avoir pas pris suffisamment ses distances avec la précité. C'est l'usage du politiquement correct. Alors il serait cruel d'aligner les noms de toutes les personnalités politiques, de tous les journalistes qui ont cru découvrir ces derniers jours, je vais citer plein de discours, les causes indirectes de cette forte folie meurtrière du côté de ceux qui montrent du doigt en fonction des origines, de se moquer de l'empressement avec lequel ils ont aussitôt incriminé la démence raciste, pour certains de citer les articles consacrés aux crimes de Toulouse et de Montauban par un rappel réprobateur des polémiques déplacées sur la viande halal, censé avoir créé un climat d'aveuglement volontaire qui constitue le racisme et face auquel il était urgent de rappeler que, je cite toujours, l'identité française s'est historiquement construite sur une multiplicité de populations. Autocritique, je suis moi-même tombé dans ce piège hier en commentant le livre « Nous sommes tous des sans-mêlés ». Mais voilà, les coupables n'étaient pas ceux qui étaient souhaités. Les tueurs d'enfants juifs et de militaires français ne provenaient pas de l'ultra-droite, mais du terrorisme islamiste. Vous me direz que ce n'est pas la première fois que cette vérité apparaît tellement intolérable qu'on cherche à la dissimuler. L'attentat contre la synagogue de la rue Copernic du 3 octobre 1980 a été attribué immédiatement à un groupuscule fasciste, les faisceaux nationalistes révolutionnaires, et durant les années suivantes, les ministres de l'Intérieur, Gaston Defferre en tête, ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour que l'autre piste, celle d'un groupuscule palestinien, ne soit pas explorée. Or, c'était la bonne. C'est ce que dit entre autres le juge Trévidic aujourd'hui quand il dit, je cite, « L'enquête a été lancée sur une mauvaise piste par certains politiques et l'on a perdu 30 ans. » Aujourd'hui, on connaît l'identité de certains des terroristes en question. Ils appartenaient à un groupuscule palestinien, le FPLP Opération Spéciale. Même l'attentat du 9 août 1982 contre le restaurant de Joe Goldenberg, rue des Rosiers, a été un moment attribué, je cite, à des néo-nazis venus d'Allemagne. On connaît à présent l'identité de certains de ces auteurs. Ils appartenaient au groupe d'Abou Nidal et coulent aujourd'hui des jours paisibles en Jordanie. Alors pourquoi cet aveuglement volontaire? Pourquoi est-il si difficile d'appeler un chat et un antisémite ou anti-juif un islamiste? On dira risque de stigmatisation. Tous les paisibles musulmans qui vivent dans nos banlieues seraient soupçonnés du pire. Mais c'est précisément cet amalgame qui est raciste. Nul n'ignore que nombre d'entre eux, ces musulmans paisibles de nos banlieues, sont justement venus en France pour échapper au fanatisme des islamistes de leur pays d'origine. Que la quasi-totalité d'entre eux n'aspirent qu'à bénéficier d'un régime de laïcité qui leur permet de pratiquer tranquillement le culte de leur choix, sans risquer d'être agressés par les tenants d'une autre branche de l'islam ou par une faction radicale et politisée. L'islam de France se développe en harmonie avec les autres religions monothéistes et ne professe pas la haine des juifs. Il n'a pas plus de lien avec les groupuscules ou les loups solitaires djihadistes que la bande Abadère n'en avait avec le SPD. Mais lorsque tous nos médias, sans hésitation ni vérification, ont repris la thèse contestée selon laquelle le petit Mohamed avait été assassiné il y a 11 ans dans les bras de son père par l'armée israélienne, personne ne s'est inquiété du risque de stigmatisation qui allait frapper les communautés juives à travers le monde. Pourquoi ce double standard ? Ceux qui ont armé le bras du tueur de Toulouse et de Montauban ne sont pas ceux qui ergotent sur le pourcentage de viande halal que nous consommons sans le savoir. Ce sont ceux qui, unis dans la réprobation d'Israël, diabolisent ce pays. Ceux qui mentent en parlant d'apartheid, sans dire jamais comment y sont traités, soignés et éduqués les Arabes. Ceux qui suggèrent à des fanatiques illuminés qu'on peut venger les enfants palestiniens en assassinant des petits Français d'origine juive, jusque dans les cours de récréation. Mais de cela, on n'exige jamais aucun examen de conscience. Pourquoi ? Khaled Benchir, Delphine Horviller, Paul Thibault. Delphine Horviller.
Je crois qu'on a cessé d'appeler depuis 24 heures au refus de l'amalgame, de la stigmatisation et de l'instrumentalisation. Et je crois que c'est important de le rappeler de toutes nos forces et que nos discours continuent dans ce sens. À la fois, on est tous conscients, et là je parle vraiment en tant que rabbin, que ce qui vient de se passer est une épreuve pour nous, une épreuve pour la République, pour notre unité, et aussi une épreuve qui doit nous inviter à être d'autant plus dans l'autocritique, chacun d'entre nous, chacune de nos cultures. Êtes-vous d'accord ou pas avec cette analyse de Brice Couturier, qu'il y a au fond une sorte de tartufferie ou d'hypocrisie dans la façon de commenter ces événements? Et je vous pose la question, chacun répond, bien sûr, mais Delphine Orvillers et Khaled Bencher. Je crois que oui. Qu'il y a des réflexes pavloviens que l'on peut à la fois expliquer et en même temps, oui, sur lesquels il faut sans doute être très vigilant, comme y invite Brice. Je crois qu'effectivement, il y a un politiquement correct, comme il y a parfois un religieusement correct dans notre discours. Et je crois qu'il est important aujourd'hui d'aider chaque communauté à dénoncer ses propres interprétations obscènes. Et je crois que parfois, il faut aider aujourd'hui l'islam à dénoncer ses propres interprétations obscènes. Et ça se fait par un travail de croyants aussi. Alors Khaled Bencher. J'espère, cher Marc, que vous ne vous êtes pas adressé à moi, et spécialement juste après la réponse de Delphine Orvillers, parce que je suis arabe et musulman. Non, c'est parce que je sais que vous devez quitter le plateau vers 8h30 et que je veux vous entendre. Parce que je tiens à dire 2 ou 3 petites choses, et tout en rappelant la douleur qui nous a frappés comme citoyens et qui a touché toute la nation. Ici, c'est le citoyen qui parle, ce n'est pas l'homme qui est assigné ni à son arabité, ni à son islamité, que je ne tais pas, mais que je ne mets pas en avant et dont je connais la profondeur historique. Et donc, de ce point de vue-là, comme Monsieur Islam n'existe pas, il faut que l'ensemble des musulmans, et par-delà l'ensemble des croyants, dénoncent, fustigent, condamnent, récusent les dérives meurtrières, le terrorisme abject, l'ignominie qui sévit, qui s'abat en instrumentalisant ou en pervertissant aussi la révélation ou la tradition religieuse. Il faut que ça soit dit d'une manière nette, sans embâche, sans équivoque, et votre serviteur s'est égosillé à le faire savoir depuis des années, et je sais gré à Delphine quand il dit il faut aider l'islam. Eh bien, bienvenue à cette aide, et nous le faisons ensemble. Donc j'ai dit ça avec force. Maintenant, peut-être une toute petite réflexion, je ne dirais ni critique ni remarque par rapport à ce que a dit M. Couturier. J'ai cru comprendre qu'à un passage, l'élément islamique serait allogène, allochtone, adventiste, étranger, incongru. C'est le contraire, alors j'ai été mal compris alors. Pardon. Non, j'ai parlé de l'islam de France comme au contraire pacifique, parfaitement intégré dans la République et cherchant à échapper aux persécutions qu'il subit dans ses pays d'origine. J'ai dit exactement le contraire. Justement, c'est l'appellation pays d'origine est parfaitement intégrée. C'est comme si on parlait de la neige en plein hiver. Il n'y a pas à dire ça et il n'y a pas à associer nécessairement musulman à banlieue. Parce que je sache, ceux qui sauvent le marché des Hurling à Deauville ou le Paris Saint-Germain de la faillite sont tout aussi de souche arabe et musulmans. Et donc, l'identification systématique entre musulmans et banlieue n'a pas lieu d'être non plus. Donc, je n'ai pas envie, encore une fois, de revenir sur ces considérations sociétales à un moment à la fois de douleur et de recueillement. Je tiens encore une fois à dire que nous qui construisons une nation, qui voulons avoir une société solidaire, fraternelle, prospère pour tous, au-delà d'un vivre ensemble un peu mielleux qui ne laisse pas place à l'osmose, à la synergie, eh bien devons considérer d'abord sous la voûte commune de la laïcité que le citoyen est là, est in abstracto de ses attaches, mais il faut aussi qu'il mette en avant toutes ces valeurs de solidarité, de fraternité, soit issues des traditions religieuses, soit issues de l'humanisme, mais en tout cas l'ensemble se moule dans le creuset de la République. Paul Thibault. Oui, je pense que nous avons une difficulté, étant donné que l'objectif commun, c'est de consolider la concorde nationale. Ouais. Hein, bon, quelqu'un a prononcé l'expression, évidemment, on la prend tous à notre compte, ça va de soi ici. Mais consolider la concorde nationale, qu'est-ce que c'est ? C'est certainement dénoncer les violences, les racismes, etc. Et aussi les stigmatisations. Mais c'est également parler des problèmes de cette société et des divisions qui la traversent. Il faut traiter ces divisions.
les musulmans ne sont pas seulement en banlieue, c'est évident, ceci, il y a des banlieues, Keppel le dit, qui sont largement islamisées en France. C'est un problème qu'il faut... d'ailleurs, bon, il ne s'agit pas d'en faire un élément de culpabilité, c'est un élément d'analyse. De la même façon qu'il y en a d'autres qui effectivement, font des enchères à Deauville, enfin, sur les hurlings. Alors, c'est ça notre difficulté. Parler pour l'ensemble, mais entrer dans la division ou dans la différence, essayer de la traiter d'une certaine manière. Par exemple, ça a été dit justement, en encourageant les religions à faire leur autocritique. Et à se distinguer clairement des dérives. C'est cette difficulté, puisque je sais qu'encore une fois, vous devez nous quitter à la de chair, donc je vous désigne pour que vous parliez avant que vous parliez. Non, mais à cause de tas d'obligations. Cette difficulté, vous l'analysez de cette façon, de la même façon que Paul Thibault, et vous l'expliqueriez comment, cette question de difficulté? Parce qu'après tout, il y a aussi beaucoup, en dehors des philosophes, des sociologues, il y a des démographes. Si on prend le démographe et géographe et quelques historiens qui, au fond, racontent comment se définit le territoire français, et notamment sur la question de la démographie, la question des mariages. Emmanuel Todd n'en finit pas au fond de rappeler que la question de l'intégration, on la rebat constamment, mais qu'en fait, si on regarde les chiffres, il y a énormément de mariages mixtes en France, et qu'on se pose des questions qu'on ne devrait pas se poser si on regardait un peu calmement le profil de la société française telle qu'elle est aujourd'hui, et surtout telle qu'elle va évoluer. Alors, pardonnez-moi de revenir sur une question de fond avant d'arriver à cette question qui est tout aussi importante et qui n'est pas accessoire. Toute discussion, les questions épineuses, cruciales, quand elles se posent, si on les élude, si on n'en débat pas, eh bien, elles ressortent à un moment donné. Donc, on ne peut pas éluder dans une frilosité, dans une pusillanimité, ce qui fait débat, au contraire. Simplement, il faut avoir, le simplement n'est pas une restriction, la bonne connaissance du sujet, la volonté d'arriver à une solution, de trouver comment décortiquer et déconstruire, si je peux utiliser ce terme déjà à la mode, pour comprendre la problématique et y arriver. Maintenant, les questions de démographie, etc., avec beaucoup de douleur, encore une fois, j'ai envie de dire, ce jeune Mohamed assassin et meurtrier était totalement intégré avec sa tenue, avec son scooter, avec que sais-je encore. Donc la question dite d'intégration ne se pose pas dans ce cas précis, à moins qu'on pense que aussi par rapport à l'intégration, c'est cette haine qu'il a pour sa communauté nationale. Ça pose un sérieux problème. C'est aux criminologues, aux psychologues, aux psychosociologues d'y répondre. Malheureusement, moi, je n'ai pas les éléments pour pouvoir y répondre. Brice ? Je suis conscient d'avoir posé une question qui était gênante puisque personne n'y a répondu. Ma question était la suivante. Pourquoi, à chaque fois que des juifs sont victimes d'attentats dans ce pays, on désigne l'extrême droite tout de suite par un réflexe absolument pavlovien pour découvrir quelques jours ou quelques années ou quelques dizaines d'années plus tard qu'il s'agissait en fait d'islamistes. Toute la classe politique, non pas toute la classe, il faut reconnaître qu'il y a quelques-uns qui ont été plus prudents, mais un certain nombre de nos dirigeants politiques, y compris ceux qui sont en campagne en ce moment, ont entonné le thème du racisme. Or, ce n'était pas le problème. Encore une fois, l'attentat de Copernic, l'attentat de la rue des Rosiers, à chaque fois ça a été attribué aux nazis. Pourquoi il est impossible, dans notre politiquement correct, de considérer que parfois il y a des fous islamistes qui sont antisémites, anti-juifs, et qui sont animés par la haine des juifs? Pourquoi cette question est-elle aussi gênante puisqu'on ne veut pas y répondre? Pour moi, la question n'est absolument pas gênante. Il faut y répondre. Il faut y répondre. L'assassin est un assassin. Point. Le meurtrier est un meurtrier. Le criminel est un criminel. Et nous sommes dans un état de droit. Il faut que la justice passe avec sévérité, avec célérité contre tout assassin. Il n'y a pas à se défausser sur qui que ce soit. Simplement, il faut garder encore une fois la sérénité, le calme nécessaire et la distanciation par rapport à ça. C'est ce qu'il faut dire à chaque fois avec courage et responsabilité. Paul Thibault. Oui, Brice Couturier a soulevé une question importante qui est ce réflexe de chercher les coupables à l'intérieur de la communauté française, si vous voulez, de la nation, et non pas à l'extérieur. Par exemple, les islamistes palestiniens. Donc, il y a un réflexe pénitentialiste, il faut l'avouer, dans la mentalité nationale maintenant. D'où vient-il? Pourquoi est-il là, si vous voulez? Dans son livre sur Israël, Régis Debray dit une chose en faveur d'Israël. C'est un naïf en Israël.
Terre Sainte. En naïf en Terre Sainte. C'est un pays où l'on peut tout dire. Et il ajoute, si on traduisait Haaretz en français, ça ferait scandale, si vous voulez. Bon. Et alors, pourquoi est-ce que... Alors, il dit, c'est parce que c'est un pays qui a un patriotisme fort, il a une liberté de parole forte. Eh bien, nous sommes dans la situation inverse. C'est la faiblesse du patriotisme qui fait qu'il y a de l'intolérance mutuelle et que les Français sont toujours prêts à se censurer réciproquement. C'est pourquoi j'insiste, comme Brice Couturier, sur le politiquement correct, qui est la calamité nationale actuellement. Et on ne discute pas parce qu'on se déteste, et on apprend à se détester en se censurant réciproquement. Voilà. Et alors là, il y a une maladie qui n'est pas relative au judaïsme ou à l'islam, mais qui est une maladie nationale sur laquelle le problème communautaire qui se pose incontestablement de plus en plus se greffe. Alors, Delphine Orvillers. Oui, je crois qu'effectivement, cette maladie du politiquement correct, elle est très partagée et elle est souvent basée sur le refus des identités complexes dont vous parliez tout à l'heure, les problèmes démographiques. C'est qu'on a tendance à faire à schématiser l'identité. Voilà, en France, c'est-à-dire qu'on considère que chacun appartenant à son groupe ethnique n'a qu'une affiliation identitaire, qu'une définition identitaire. C'était intéressant de voir ce qu'ont été les revendications premières de cet individu, de clamer la cause palestinienne. Et puis la lutte contre l'interdiction du voile en France. Qu'il y a on mélange ces schémas, ces espèces de caricatures identitaires de chaque communauté. On a énormément de mal à penser de façon complexe. Mais les communautés existent, et de plus en plus. Paul Thibault. Les communautés existent de plus en plus. L'histoire de la viande halal est quand même assez inquiétante, parce que la tendance, d'ailleurs, halal et cachère, il y a une radicalisation, enfin, Keppel le disait hier soir, dans Le Monde, il y a une radicalisation de ce problème alimentaire. Et la question du manger ensemble est absolument fondamentale pour la convivialité républicaine, si vous voulez. Je dirais même que le christianisme s'est créé en grande partie sur des histoires du manger ensemble. Ça a été là. Non, c'est pas la scène, c'est quand Saint-Pierre va chez le centurion, il bouffe avec le centurion et on lui dit salaud, toi juif, etc. Il dit non. Dieu n'est pas partial, dit-il. Et donc on peut manger ensemble, si vous voulez. Et ça, c'est les premiers pas non pas du Christ, mais du christianisme. Encore que Jésus mangeait avec n'importe qui et ça lui était reproché, si vous voulez. Alors là, on est dans un truc d'une profondeur extraordinaire et qu'il faut regarder clairement, si vous voulez. Ça n'empêche pas les rites d'avoir, mais jusqu'où faut-il pousser le ritualisme? À quel moment le ritualisme brise-t-il la communauté? Mais Paul Thibault, qu'est-ce qu'il fait que, si je reprends le thème de Brice Couturier, par exemple, d'une sorte de, à la fois hypocrisie et même de mauvaise conscience, qu'est-ce qui fait que ça au fond, que ce soit régulièrement comme une espèce de feuilleton, cette histoire de pourquoi élude-t-on les vraies questions, et quelles en seraient, selon vous, je ne sais pas, moi, les racines, ou d'esquisser peut-être une histoire de cette éludation? Est-ce que c'est la Seconde Guerre mondiale? Est-ce que c'est la guerre d'Algérie c'est très compliqué, mais je dirais le moment 68 est tout à fait important, parce qu'il arrive après la guerre d'Algérie, comme vous dites, si vous voulez, et ça c'est pas par hasard. Après la guerre d'Algérie, après Budapest, c'est-à-dire le déclin du communisme, enfin de l'espoir à l'Est, c'est fini. Alors à ce moment-là, la gauche française s'étant quand même déshonorée dans l'affaire algérienne, déshonorée, et la gauche communiste, la gauche socialiste déshonorée, et la gauche communiste qui ne s'est pas distinguée dans l'affaire d'Algérie, s'étant elle déshonorée à propos de Budapest, ce qui représente la vision d'avenir, qui est la gauche. La gauche est il y a la droite, la gauche, mais en France, la gauche est dominante, fondamentalement, depuis la Révolution française, parce qu'elle représente l'espoir d'avenir. Alors, on a une politique qui a perdu sa gauche, d'un certain côté, ou qui a perdu plutôt une gauche qui représente un espoir. Et la démocratie change de sens à ce moment-là. Mais la démocratie, ça n'est pas un idéal. Pourquoi les mots nation ou patrie, qui ont fait que certains, le 17-18 juin 40, sont partis à Londres au Charles de Gaulle, pourquoi ces mots-là, c'est les mots de nos pères ou grands-pères, par exemple résistants ou français libres, sont-ils devenus pestiférés dans la bouche des sociodémocrates d'aujourd'hui pour être seulement au fond des idées comme le seul vocabulaire de l'extrême
l'extrême droite. Oui, mais ça, c'est le problème, c'est que, si vous voulez, ce qui soutenait la démocratie et la gauche en France, c'était qu'il y avait un espoir historique de faire mieux, de faire une société plus juste. Il n'y a plus cet espoir. Et la démocratie devient quelque chose qui devrait déjà être là. C'est une démocratie rétrospective que nous vivons. Et alors, à ce moment-là, quand il n'y a plus d'espoir de faire mieux, on se déchire pour savoir pourquoi la société idéale n'est pas encore là. Il n'y a qu'à voir la multitude d'articles de journaux sur les inégalités entre hommes-femmes, entre immigrés, etc., etc. Enfin, on est une société d'inégalités. On se lamente, on part du point de vue qu'on devrait déjà être égaux. On ne part pas du point de vue comment construire plus d'égalité ou moins d'inégalité. On part d'un point de vue culpabilisant. L'égalité devrait déjà être là. Et c'est la politique en France a perdu son horizon positif. Et la nation, elle est morte. Thibault, parce que elle est morte aussi là-dedans. Je disais quand même la question que je posais, et j'aimerais bien y revenir. C'est pourquoi, quand un attentat antisémite a lieu en France, on incrimine systématiquement les racistes d'extrême droite et jamais les islamistes. Et j'ai quelques réponses. C'est qu'effectivement, il y a une espèce de sympathie immédiate pour la cause palestinienne qui est devenue dans ce pays l'incarnation du prolétariat qui font défaut. Il y a une phrase d'Orwell que j'aime beaucoup, une expression d'Orwell de Bertrand Russell que j'aime beaucoup. Il parle de « the fallacy of the superior virtue of the oppressed ». Donc, quelque part, quand quelqu'un est stigmatisé, or c'est le cas des Palestiniens, évidemment, ils sont victimes. Mais du coup, ils deviennent le nouveau prolétariat et la gauche, une partie d'entre elles en tous les cas, veut faire l'impasse sur ce qu'il y a de proprement fasciste chez les djihadistes. Par exemple, le mépris des femmes qui sont tenues pour des êtres inférieurs, la haine des homosexuels qui les appellent à tuer, le mysticisme tragique qui va jusqu'au nihilisme, la soif de sacrifice et de pureté qui débouche sur l'attentat suicide, l'obéissance aveugle au chef, tout ça, c'est le registre du fascisme. Et ce que je ne comprends pas, ce sont les complaisances qu'a eu et qu'a encore une certaine gauche à l'égard de ces courants islamistes djihadistes qui sont conçus comme l'incarnation de l'opprimé et de la victime et du dominé, et qui par conséquent ne peuvent pas faire l'objet de l'accusation d'antisémitisme. Or justement, l'antisémitisme, on le sait, va avec le fascisme. Oui, et ce sont des fascistes. Oui, vous avez raison. C'est une partie de la réponse. C'est-à-dire que l'idéologie de gauche qui a statuifié le prolétariat statufie les remplaçants du prolétariat qui subsistent encore parmi nous, donc ceux qui sont en dessous, d'autres ceux qui sont victimes. Moi, je pense que c'est un penchant qui existe. C'est un penchant tout à fait secondaire par rapport à cette espèce de patriotisme inversé qui est la situation, le patriotisme contre soi, si vous voulez, patriotisme sans horizon, parce que la nation est une ambition historique. Mais s'il n'y a pas d'ambition historique, il n'y a plus de nation. La nation, pourquoi faire? Il n'y a plus que l'individu, si vous voulez, qui a des droits, et l'obsession des droits est tout à fait caractéristique de cette période-là. L'individu qui a des droits et les droits qui ne sont pas satisfaits. Alors, à ce moment-là, effectivement, on détruit la communauté en la critiquant, parce qu'on ne lui fournit pas d'horizon, on ne se préoccupe même pas de lui fournir un horizon, si vous voulez. C'est ça le problème. Alors bon, où va-t-on? Ou alors, c'est très curieux, parce que le fonctionnement de la société l'a détruit. Par exemple, à ce propos-là, l'islam, etc., les gens, qui sont sonnés par cela, comme tout le monde, ne se posent pas la question de savoir où va notre société. On nous disait il y a quelques jours à propos de l'euthanasie ou à propos du mariage homosexuel que l'évolution de la société allait dans ce sens-là. Donc on présuppose que le libéralisme des droits, si vous voulez, progresse. Alors que là, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a d'autres mouvements de la société. Il y a des mouvements qui refusent ça et qui se heurtent violemment à cette tendance que les politiques pour laquelle les politiques ont tant de complaisance. Alors, comment est-ce qu'on va
construire une vision de la société qui tienne compte de cela, des deux en même temps, des deux. Vous n'avez pas risqué, Brice, tout de même, de faire une sorte d'amalgame entre la question de la gauche en France et la tuerie de Mohamed Merah à Toulouse et à Montauban? Toute la gauche n'a pas eu la même position. Non, mais, certains hommes de gauche ont été d'une grande prudence. François Hollande, par exemple. Non, mais ce serait quand même bien de le préciser, Brice. Non, je voulais juste finir sur une chose. Je trouve, sous la plume du président du Conseil français du culte musulman, Mohamed Moussaoui, cette phrase qui est assez jolie: les musulmans de France sont offensés par cette revendication d'appartenance à cette religion, donc de la part du terroriste. Moi, je me souviens que quand un certain nombre de chrétiens ont participé à la Shoah, il y a eu plus tard des excuses publiques de la papauté représentant le christianisme par rapport à cette compromission d'un certain nombre de chrétiens dans le massacre des Juifs. J'aurais préféré de la part de Mohamed Moussaoui des excuses en disant bien sûr cet homme n'appartient pas à nos rangs, bien sûr nous condamnons son geste et nous nous excusons au nom de l'islam. Ça aurait été mieux que de se sentir offensé. Bien sûr, il y a le problème de l'autocritique de toutes les communautés, de toutes les religions, est un problème qui est devant nous. Madame Orveller avait raison de souligner cette question-là, et je suis content que Bencher ait accepté cette proposition-là. Le coup d'œil de Thomas Cluzel, 8h41. Oui, avec cet article donc d'un quotidien tunisien qui s'en prend violemment à l'auteur présumé donc des assassinats de ces derniers jours. Par la faute d'un seul, c'est le titre de cet édito repris ce matin sur le site du Courrier International. En dehors de la souffrance qu'il va faire subir pour longtemps aux familles des disparus et à la sienne, écrit le journaliste, ce monstre a de nouveau installé les Arabes et les musulmans dans la tourmente et a réactivé l'image de sanguinaires et de terroristes que certains occidentaux flanquaient à de pauvres gens qui ont fui la famine pour trouver refuge chez eux. Ce meurtrier a réussi à tous nous habiller en assassins. Sa gloire est notre désarroi et notre désespoir. Il a plongé l'islam dit des Lumières dans une totale obscurité, pendant que d'autres travaillent sur la possibilité de l'existence d'une vie sur Mars pour rendre la vie des terriens meilleure. Lui et ses semblables cultivent la graine de la haine pour effacer toute vie sur Terre. Par son acte criminel, dit-il, les cris des petits Palestiniens sont redevenus inaudibles et leurs souffrances complètement invisibles. Quant à nous, Arabes et musulmans, nous sommes de nouveau couverts de honte et de désolation. Et l'éditorialiste tunisien de conclure: il est urgent de prendre conscience de ce cancer et de mettre en œuvre tous les moyens pour l'éradiquer. L'aveuglement, le pardon hypocrite et la compréhension complice sont des facteurs amplificateurs de l'indécence et du danger que nous font courir ces ennemis de la vie. Le coup d'œil de Thomas Cluzel, c'est dans le Courrier International. Il y aurait un commentaire, Paul Thibault? Non, il n'y a pas de commentaire à faire. Moi, je suis parfaitement d'accord. Ça fait partie de cette autocritique, si vous voulez, à laquelle nous sommes tous appelés, si vous voulez, au lieu de la dénonciation d'autrui. C'est ça le point. C'est par l'autocritique que les communautés se ramolliront, enfin, vous voyez ce que veut dire, deviendront tolérantes et rentreront dans la communauté nationale. Mais on voit bien que c'est pas la pente actuelle. Mais comment pensez-vous que cette réflexion peut avoir lieu à l'heure où, au fond aussi, l'actualité internationale est interprétée de diverses façons et pèse terriblement sur des questions justement tout à fait locales avec des phénomènes d'identification ou de fantasmes? Je pense évidemment au conflit israélo-palestinien. On se demande bien comment on peut sortir de cet engrenage, in fine, qui fait que certains, que ce soit à Toulouse, Bécon-les-Bruyères ou Bordeaux ou Paris, qui investissent quelque chose de cette ère du temps, d'un combat qui devient un combat, enfin qui n'est pas un combat, qui est un acte terroriste, voilà, qui est un acte criminel. La nation, la République, la laïcité n'y peut rien, ça. Le conflit israélo-palestinien est une catastrophe pour nous tous, parce qu'il est le reflet, l'espèce de miroir déformant dans lequel on se regarde. Et alors, si on voit à la lumière de cela, on voit notre société comme un conflit mortel. Et c'est à peu près le raisonnement du tueur de Toulouse, si vous voulez. Alors, de ce côté-là, effectivement, je pense que Israël aussi a fait une autocritique. Enfin, la première parole adressée au premier juif, Abraham, c'est « En toi seront bénies toutes les nations ». C'est-à-dire que en même temps qu'on élit Abraham, on lui dit mais c'est pas pour toi qu'on t'élit, c'est pour toutes les nations. Et souvent, si vous voulez, un certain nombre de religieux juifs n'entendent que le premier. En toi seront bénis, mais
Ils n'entendent pas le toutes les nations. Ils entendent l'élection pour eux-mêmes. Alors là, il y a quelque chose de... Il y a en particulier entre les trois religions monothéistes, il y a un travail considérable de critique mutuelle et d'autocritique à faire. Brice Couturier. Oui, enfin, en conclusion, il faut effectivement dire qu'il ne faut pas discriminer les musulmans de France qui n'ont rien à voir, effectivement, avec l'acte d'un fou furieux isolé. Et c'est ce que je disais dans mon papier. Je suis triste que Khaled Bencherk ne l'ait pas entendu sous cet angle-là, parce que c'est exactement ce que je disais, bien entendu. Jean-Pierre Philu, dans Le Monde daté d'aujourd'hui, spécialiste notamment du djihadisme, au fond, estime que ces événements de Toulouse sont pain béni pour Al-Qaïda, car ils risquent de participer à retrancher la communauté musulmane et la communauté nationale. Ce qu'il décrit, c'est un cercle vicieux, selon lequel, partant d'un persécuteur isolé, on fabrique une communauté persécutée ou recruter du coup de nouveaux persécuteurs. Comment rompre ce cercle ? Mais pourquoi est-ce qu'on veut toujours voir uniquement des phénomènes idéologiques alors qu'il y a des phénomènes sociaux ? Incontestablement, si vous voulez, c'est vrai. Comprenez comment... c'est là, par exemple, ce que disait Keppel hier sur la morale me semble beaucoup plus pertinent. Il y a effectivement là un véritable débat pratique sur la manière de vivre ensemble, si vous voulez, qui est... moi, ça m'est égal de manger une viande qui a été abattue selon la cacheroute ou selon le règlement halal, mais encore faut-il que je sois sûr que les bêtes ont été abattues dans des conditions que je trouve normales, conditions sanitaires évidemment, et aussi des conditions de non-cruauté. Alors la République, la laïcité, c'est d'établir un tronc commun, si vous voulez, entre deux pratiques et de valeurs, entre les différentes croyances. Et actuellement, si on va vers la traçabilité, c'est une catastrophe. Chacun va bouffer son beefsteak dans son coin. Il faut bien que tout le monde comprenne que la laïcité protège les religions. La laïcité, c'est pas une arme de combat de l'État pour éradiquer les religions. La laïcité, c'est une manière de faire coexister pacifiquement les religions à condition que chacun reste à sa place, c'est-à-dire enfermé dans ses églises, dans ses temples et ses synagogues, et ne cherche pas à contaminer l'espace public et à s'y déployer. Je crois que les musulmans de France sont en train de le comprendre fort bien, parce qu'ils ont l'expérience de ce qu'ils ont vécu encore une fois, je suis désolé d'utiliser les expressions, dans les pays d'origine, où les sunnites et les chiites se mettre des bombes dans leurs mosquées respectives. En France, par bonheur, nous sommes épargnés par cela, parce que nous avons la laïcité. Et je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui pour la constitution de cette société française, de cette nation française nouvelle, renouvelée, c'est précisément cette prise de conscience de l'intérêt de la laïcité par les religions elles-mêmes. Je rajouterai peut-être cette citation de Ezra Souleyman dans Schizophrénie française en 2008, qui disait « Les élites françaises ont sacrifié la réalité sociale aux grands principes et aux nobles idéaux. Et en s'abritant derrière leur modèle républicain, elles ne font en fait que défendre leurs intérêts particuliers, freinent l'évolution de la société vers plus d'intégration et d'égalité. » Vous êtes d'accord? Il y a du vrai, c'est un peu excessif, mais il y a du vrai. Faut-il incriminer seulement les élites? Je ne sais pas, moi. Il y a probablement quelque chose de plus profond que ça. Mais en ce qui concerne la laïcité, je corrigerai quand même ce que dit Brice Couturier. C'est pas uniquement limiter l'influence des religions dans l'espace public, parce qu'elles sont dans l'espace public, ça, inévitablement, si vous voulez, inévitablement. Elles sont dans les journaux, elles sont à la radio, elles sont partout. Mais c'est les interpeller du point de vue des valeurs républicaines. Le grand succès de la laïcité française, ça a été de faire évoluer le catholicisme français, qui est parti d'un antidreyfusisme absolument lamentable, si vous voulez, à des positions qui, dans l'entre-deux-guerres, celle de Maritain, celle des disciples de Péguy, n'avaient aucun rapport et étaient des positions même philosémites, incontestablement. D'où d'ailleurs la participation des catholiques au sauvetage des juifs pendant la guerre. Mais ça, c'est l'effet indirect de la laïcité. La laïcité est un dialogue sur les valeurs, en même temps qu'un règlement des cultes, si vous voulez. Et alors, il y a une tendance actuellement, y compris surtout chez les musulmans, je pense, peut-être aussi chez les juifs, à ne pas vouloir voir le côté dialogue des valeurs, fusion des valeurs, interpellation morale, si vous voulez, et ne voir que le côté règlement du culte, si vous voulez, de façon à être tranquille dans son précaré. Alors, non, la laïcité, c'est pas tranquille, chacun chez soi. La laïcité, c'est ensemble, on essaie de faire progresser
cet idéal commun qui s'appelle la fraternité, tout simplement. Enfin, si vous voulez, là, le mot fraternité est tout à fait important. Il est tout à fait oublié, Quand les Américains, dans la déclaration d'indépendance de la Virginie, disent il y a des droits qui sont naturels, enfin, etc., auto-évidents, enfin, etc. Et puis après, ils ajoutent, pour le reste, c'est la poursuite du bonheur. Où il y a poursuite du bonheur, qui est un slogan individuel, nous disons nous fraternité. C'est une chose totalement différente, mais la fraternité est la base de la laïcité. Salut et fraternité.